Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je suis Frédéric Motion, Solution Architect chez Elastic. Déjà, avant toute chose, je remercie BNP de nous accueillir dans les locaux aujourd'hui. Merci à David de l'invitation de dernière minute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter des nouveautés qui vont arriver dans la stack, donc la version 9.3, donc qui vont être notamment Agent Builder, donc là ici agent, et la partie Workflow, qui est issue du rachat de Keep. Donc rapidement, pour me présenter, j'ai rejoint les équipes d'Elastic il y a à peu près 3 ans et demi. J'étais côté client avant, voilà, c'est pas un appel du coude, mais bon, on ne sait jamais. Il y a des choses qui arrivent. Donc si vous jamais vous voulez me contacter, avec grand plaisir, voilà, mon email est disponible. Je suis aussi sur différents réseaux sociaux. Et j'ai le plaisir de travailler avec le secteur finance et assurance pour la France. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais déjà expliquer un peu ce que c'est que l'agent IA. Un agent IA, qu'est-ce que ça va être? C'est un système de chat, c'est un système qui va aller percevoir les données qui vont lui être envoyées, donc tout type de données en ingestion, que ce soit des logs, des métriques, des PDF, voilà, vraiment on parle de tout type de données, qui vont lui permettre d'avoir un contexte dans lequel il va faire un raisonnement, donc c'est la deuxième partie. L'agent va raisonner autour des données qui lui sont envoyées et du contexte dans lequel il a été positionné, puis planifier une séquence d'actions suite à sa réflexion pour pouvoir derrière l'exécuter et arriver au goal qui a été défini, donc l'objectif qui a été défini lorsqu'on lui a posé une certaine question. Donc ça, c'est de manière très haut niveau, ce qu'un agent peut être. Donc c'est un agent IA. Et on va dérouler, on va découper un petit peu, voir comment ça fonctionne au sein d'Elastic. Avant toute chose, on sait qu'en ce moment, il y a une très grosse opportunité pour l'agentique au sein des entreprises, puisque les entreprises génèrent de plus en plus de données. Ça, c'est un fait. On l'a vu énormément avec l'arrivée des mainframes, donc plus derrière l'arrivée du cloud, où il y a l'ajout de données supplémentaires, les mobiles, les applications, etc. Donc tout ça a fait un afflux massif de données générées et du coup consommables par les entreprises. Et là où on pensait que le LLM allait être une solution, donc pouvoir être en capacité de requêter directement les données au travers du LLM, à travers cette masse d'informations, en fait, le LLM n'est qu'une partie de la solution, puisqu'on se rend compte que les LLM ont été entraînés avec des données qui sont publiques, dans une très grande majorité, ou alors réentraînés, mais ça, c'est des cas d'usage assez particuliers. Donc, comment sortir de la valeur des données qui sont ingérées par la plateforme? Et donc ça, on va voir comment Elastic, avec l'aide notamment des LLM, permet de pouvoir aller requêter au sein des données structurées ou non structurées. Donc ça, c'est l'une des premières problématiques. Et la deuxième, c'est la création des agents au sein des entreprises. Ça paraît simple comme ça. Donc on voit souvent, et ça sur différents réseaux sociaux, une plateforme de type search dans laquelle vous allez voir les données qui vont être ingérées. Donc évidemment, Elasticsearch, il va sans dire. Et derrière, deux types d'intégration. Donc, on va avoir une première partie qui vont être le cloud, donc on va être sur un MCP client, donc qui va aller consommer la donnée, ou alors des agents. Donc ça, c'est ce que la majorité des influenceurs ou des vidéos YouTube que vous retrouvez vont vous dire. C'est simple, connecté, ça marche. C'est faux. Voilà ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est qu'une fois qu'on va commencer à mettre en place ce type d'architecture, on va se rendre compte qu'il va falloir de plus en plus de microservices pour pouvoir venir répondre à un certain nombre de besoins. La première chose, c'est notamment le vector database, donc être en capacité de pouvoir stocker notamment des embeddings, pouvoir aussi faire de la recherche on va dire de la recherche hybride. Donc ça va être au moins au niveau de la plateforme. La partie réflexionnelle dans laquelle il va falloir un LLM pour pouvoir orchestrer un petit peu cette compréhension et les différentes actions qui vont en découler. Évidemment, un LLM, je suppose qu'ici tout le monde monitore ses LLM. Donc la partie logging et tracing pour pouvoir voir comment le LLM interagit et quelles sont les actions qu'il va faire. Donc ça, avec ces phénomènes d'évaluation, plus l'intégration au niveau des applications, etc. Donc vous voyez, même en parlant, je continue à rajouter des services supplémentaires. Donc c'est pas simple, et c'est là où Elastic va venir vraiment unifier l'approche, et donc ça avec l'Elastic Agent Builder, donc qui est directement intégré dans la stack Elastic, et va vous permettre de pouvoir recréer et directement consolider l'intégralité des outils qu'on a vus précédemment au sein d'une stack unique qui est Elasticsearch.
Tout ça au niveau du front-end, dans lequel on va pouvoir créer un certain nombre d'outils. Donc ça va être les tools qui vont être à droite. Et pour les personnes qui utilisent déjà Cloud Desktop, c'est-à-dire comme ça 90% de personnes ici, vous allez retrouver quelque chose de similaire. Les outils dans les tools dans lesquels vous allez lui définir les différentes actions qu'il va pouvoir faire, que ce soit des actions au sein de la plateforme élastique, mais aussi des actions externes de type aller dialoguer avec un MCP externe, donc vraiment pour pouvoir requêter depuis Elastic vers des solutions externes. Et enfin, ces outils, une fois prédéfinis, vont pouvoir être consommés par un ou plusieurs agents. Et donc l'agent va être cette partie LLM dans laquelle on va aller mettre nos propres instructions pour aller limiter sa réflexion ou alors le guider dans un certain point. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans le Claude.md, si je dois faire des parallèles. Et je vais directement passer à la démo, parce que c'est très parlant. Hop, donc pour ça, on va commencer par une première démo. La démo en préambule, c'est une démo que vous allez pouvoir répliquer. On a travaillé ça avec un collègue qui s'appelle Vincent Maury. Je le cite parce qu'il est quand même à l'initiative de cette démonstration. Je vais partager derrière le GitHub. Tout est dispo et toutes les données sont disponibles aussi. Donc vous allez vraiment pouvoir recréer tout cet environnement. Et donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est que ici, je suis sur un environnement serverless. Je vais aller dans le Getting Started et rajouter des données. Donc pour les personnes qui font l'élastique depuis un certain nombre d'années, on va retrouver les sample datasets. Et aujourd'hui, on va avoir deux démonstrations. Une plutôt orientée SRE, donc vraiment plutôt orientée technique, et l'autre e-commerce sur les achats e-commerce. Donc là, on va être plutôt sur une application type business. Donc on commence par la partie log. Donc on va être sur des logs web. Ça veut dire que là, on va retrouver des données techniques dans lesquelles, hop là, excusez-moi, je voulais l'agrandir un petit peu, mais ça ne veut pas. Donc on va retrouver un certain nombre de choses. On va retrouver notamment les adresses IP de notre dataset qui est sample log. Donc ça va être la connexion qui va être faite. Notamment la géolocalisation, et vous allez voir que ça a une incidence derrière sur les types de recherche que l'on va faire. Et aussi, si je ne dis pas de bêtises, et je vais chercher expressément le lien, et les URL qui ont été requêtées au sein de notre service web. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Au sein d'Elastic, du coup, si je dois me positionner en tant que SRE, ce que je dois faire habituellement, c'est aller au niveau du Discover, faire de la recherche et avoir toute cette méthodologie pour pouvoir requêter ma donnée. Donc ça veut dire évidemment que je connais le langage ESQL. J'imagine que tout le monde connaît ESQL ici. Je vois des sourires pincés quand même. Donc ESQL, voilà, le langage de recherche pipé, donc qui permet de pouvoir requêter vraiment de manière très pragmatique et opérationnelle les données qui sont situées sur la plateforme. Vous avez juste à upgrader, d'ailleurs j'en profite, juste à upgrader, ça va être fonctionnel déjà sur vos données existantes. Donc voilà, le SRE doit connaître sa donnée, ça c'est déjà le prérequis, mais voilà, il y a toujours une courbe d'apprentissage et c'est là aussi l'Agent Builder va permettre de pouvoir lisser cette courbe d'apprentissage parce que je vais exprimer mon besoin au format naturel. Donc là, je vais typiquement lui demander les adresses IP de mes 3 plus gros clients de mon site web, donc ceux qui ont fait plus de requêtes. Et donc pour ça, Elastic fournit au sein de sa stack un connecteur prêt à l'emploi vers de l'anthropique. Il est à savoir que vous pouvez connecter n'importe quel type de LLM public. Donc on a des connecteurs prêts à l'emploi pour du Gemini, pour de l'anthropique, du Azure OpenAI et aussi de l'on-premise. Donc Elastic est une des seules solutions, à ma connaissance, dans lesquelles vous allez pouvoir amener un modèle de raisonnement type Gwen 3, dans lequel vous allez pouvoir le connecter, et ça en étant dans un environnement complètement on-premise, donc vraiment complètement air-gap. Donc là, je vais lui poser ma petite question. Et donc, on va voir l'agent qui va aller effectuer et comprendre mon intention. J'espère que c'est assez grand. Va comprendre mon intention et effectuer une suite, un raisonnement, puis planifier un certain nombre d'actions et directement me ressortir le résultat. Donc là, on voit un certain nombre d'adresses IP. Donc là, il a fait une recherche en temps réel sur les données qui sont présentes dans la stack. Et m'a fait un petit résumé dans lequel on a l'adresse IP 30.156 qui fait beaucoup de requêtes et il faut faire attention, voilà, parce que en comparaison des autres.
Donc ça, c'est intéressant. Ça permet tout de suite d'avoir une valeur émise par la donnée et je n'ai pas besoin de connaître le langage de requête, même s'il est parfait. Je vais prendre le deuxième cas d'usage et là, je vais aller un petit peu plus loin. Lorsque vous avez des données business qui sont présentes, donc quand on a une population business qui est présente dans les sociétés, ils veulent souvent accéder aux données qui sont présentes dans Elasticsearch, mais il y a toujours ce gap. Et là, le gap est encore plus important parce que les SRE, on reste une population technique, les personnes du business le sont beaucoup moins. Donc c'est cet avantage que... Et donc le business, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des tickets aux personnes qui gèrent la plateforme. Pourquoi faire ? Des dashboards. Et donc, ça va être la première étape. C'est souvent la première étape que l'on voit de la part du business, c'est d'aller voir les gestionnaires, créer des dashboards, sauf que derrière, ça ne scale pas. Je veux dire, les gens, à un bout d'un moment, ça commence à être complexe de pouvoir générer des dashboards, les mettre à jour, etc. Donc du coup, ici on a un dashboard et pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on est en capacité de faire au sein de la stack, donc en termes de dashboarding, donc ça c'est le sample qui est fourni avec le e-commerce. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont issues de logs sur la plateforme, avec notamment le chiffre moyen, le nombre d'objets qui ont été vendus, si c'est des objets plutôt masculins, féminins, quelle est la typologie, etc. Donc on a beaucoup d'informations qui sont présentes dans la stack, c'est hyper pertinent. On a évidemment la partie mapping, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de regarder la partie GeoIP, parce qu'elle peut être retranscrite. Donc ça c'est parfait, mais ça requiert quand même une analyse manuelle. Ça veut dire que même moi en tant que business, il va falloir quand même, j'ai un super dashboard, il va falloir quand même que je sorte un rapport parce que le product marketing ou le product management souhaite avoir un rapport au niveau au niveau du dataset, au niveau des données qui sont présentes. Ici, je vais faire un petit peu différemment par rapport à tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un agent dédié à cette analyse business. Et donc pour ça, qui s'appelle Business Analyst, et je lui explique, donc avec mon prompt, que c'est un assistant. Il a été conçu pour aider des utilisateurs de la stack. Par contre, tu ne réponds uniquement en français. Donc ça lui permet de le forcer dans sa réflexion à ne répondre qu'en français. L'objectif est de fournir des réponses claires à destination des équipes business. Donc là, il va prendre un peu plus de haut niveau et donc pas rentrer trop dans la technique. Voilà. Après, on peut lui mettre un certain nombre de directives, notamment le public cible, la structure des réponses, le contenu avec la profondeur technique ou pas, le ton et style. Voilà, on pourrait très bien dire qu'il nous parle comme un pirate, ce sera assez rigolo. Les exemples de requêtes, ça paraît rien, mais ça l'aide dans la conception et la compréhension, et surtout dans le raisonnement qui va être fait. Les différentes règles, et surtout, encore une fois, répondre en français uniquement. Donc ça, c'est cette partie de règles. Et j'ai un certain nombre d'outils qui lui sont affectés. Ça veut dire que là, je vais cadrer sa réflexion et lui mettre à disposition un certain nombre d'outils, notamment la génération des requêtes SQL, et une fois qu'il l'a généré, l'exécution, mais aussi le liste des index, parce que là, je vais avoir une approche très ouverte. Comme un business, je ne sais pas où sont mes données, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la plateforme. Et donc pour ça, je vais aller lui demander quel est l'article le plus vendu au cours des 6 derniers mois. Voilà, j'ai expressément utilisé le business analyst. Et le temps qu'il réfléchisse, toutes les fonctions que je vous ai montrées, c'est des fonctions qui sont inclus, enfin les outils que je vous ai montrés sont des outils par défaut dans la stack. J'en ai pas créé de nouveau. Ça veut dire que j'ai simplement ingéré de la donnée, configuré mon agent, et vous avez ce rendu-là. Donc là, le rendu est assez explicite. Ça veut dire que là, il a fait sa recherche. Donc j'ai l'article le plus vendu, c'est des bots noirs, donc à 102 unités. Je lui ai demandé, c'était peut-être pas très explicite, mais dans le prompt, de me générer un graphique, puisque là, on veut quelque chose de très visuel. Et si on veut aller un peu plus loin, on a des ressources supplémentaires. Et donc là, on peut commencer à converser avec notre agent. La deuxième chose aussi, et c'est là où ça devient hyper pertinent, c'est que moi, en tant que business, j'aime bien les dashboards. C'est cool, tout le monde aime ça, sauf que je ne sais pas les faire. Et ça embête les équipes de plateforme de les faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? C'est simple. Je vais l'enregistrer et je vais mettre ça dans un nouveau dashboard. Hop, donc on va l'appeler, on va le laisser comme ça, pour une question de temps, parce que je ne voudrais pas être en retard. Hop, et donc là, à partir de là, je vais pouvoir créer
et vraiment itérer sur mon dashboard pour avoir mon propre dashboard, et ça en ayant une expression complètement naturelle lorsque je vais créer mon dashboard. Hop, je vais sauvegarder et je vais l'appeler Meetup. Hop là. Meetup 100. Tac. Donc voilà, très simple d'abord. Là où on peut aller, c'est là où on a toute la puissance, et pour les personnes qui sont là demain, voilà, je vais un peu spoiler ce qui va se passer. Donc ça, c'est la partie agentique. Donc on peut continuer à converser, et pour ça, je vais revenir dans ma conversation, donc l'article le plus vendu, et je vais prendre ma deuxième question. Donc, enfin plutôt ma troisième question, ça va être plus simple. Et là, ce que je vais lui faire, donc je vais continuer, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. Donc le top 10 des articles masculins les plus vendus, donc là pour des pays spécifiques, donc là il va y avoir une partie de GeoIP, plus de l'agrégation puisque c'est le top 10, et surtout une dernière action qui va être un résumé de la conversation complète et de m'envoyer le résumé par email. Est-ce que vous me voyez venir? Le temps de sa réflexion. Effectivement, on va s'appuyer sur un workflow qui va être dédié sur l'envoi de l'email. Donc ça, c'est du sneak preview. Vous le verrez pour les personnes qui viennent demain beaucoup plus largement. La faute de temps, on va rester sur celui-là, qui est juste un envoi de mail. Dedans, hop, je vais d'abord définir mon workflow. Donc le workflow tel qu'il est défini, c'est un workflow dans lequel je le nomme, workflow, il est activé. Comment il est trigger? Il peut être manuel ou schedulé. Et après, je vais lui dire le type d'input que j'attends pour exécuter mon workflow. Donc là, j'ai un certain nombre d'inputs avec des options par défaut et les étapes, les étapes qui vont être exécutées. Et donc là, j'en ai qu'une seule, c'est l'envoi d'email en utilisant un connecteur SMTP dans lequel je vais mettre mon input, donc ça va être l'utilisateur qui va être mis, donc qui va être en destinataire, et le body qui va être fait. Donc ça, c'est mon workflow qui est assez simple, que je peux exécuter en dehors du contexte de l'agent builder. Donc si vous avez des cas de sécurité ou des cas de SRE, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Je vous invite vraiment à les mettre en place. Et dans le cadre de notre agent builder, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir un tool qui va être dédié sur l'envoi de mail, et je vais lui dire, c'est un workflow dans lequel tu envoies un mail, les inputs, c'est le suivant. S'il n'y a pas d'input fait par l'utilisateur, alors tu prends ces valeurs par défaut. Et donc automatiquement, il va aller exécuter et au niveau du tool, envoyer au niveau du workflow, qui derrière va m'envoyer un mail. Et donc on a reçu ce qu'on avait vu avant, le Uncle Boot. Donc ça, c'est la première, c'est le résumé de ma discussion avant, le top 10 des articles masculins et les observations clés. Voilà. Et donc moi, en tant que business, j'ai jamais touché à la donnée, et j'ai un mail, et j'ai plus qu'à le forwarder à mon PM. Au top. Merci Elastic. Donc ça, c'était la première démonstration. Maintenant, Elastic, dans son concept d'ouverture, est en capacité de pouvoir fournir un certain nombre d'API auprès des systèmes externes pour pouvoir collaborer. Et donc ça, c'est la deuxième étape. On va avoir la prise en charge de deux protocoles. Le premier, c'est le agent to agent. C'est cette capacité d'Elastic d'avoir un endpoint qui permet directement à deux agents de pouvoir communiquer entre eux, deux agents de la plateforme Elastic ou des agents qui sont externes à la plateforme Elastic. La deuxième chose que l'on va prendre en charge et qu'on va exposer, c'est le protocole standardisé MCP, donc le Model Context Protocol, dans lequel on va aller exposer les outils qu'on a préalablement créés, donc notamment le send email, le fait de générer de l'ESQL, de l'exécuter. Ce sont des outils qui, eux, vont être mis à disposition au travers du protocole MCP pour être consommés par un client MCP type Cloud Desktop. Et donc pour ça va nous permettre d'avoir une architecture beaucoup plus simple dans laquelle les agents Cloud vont aller discuter avec le protocole MCP au niveau des outils. Donc là, toute la partie LLM et prompt va être gérée au niveau du client MCP. Et de l'autre côté, l'agent qui a été créé, lui, va être va exposer l'API de l'API REST dans Elastic ou du agent to agent, et ça dépendant du cas d'usage, en ayant une interface web, ou alors de l'autre côté, en ayant directement des agents custom. Et donc là, je vais finir par une deuxième démonstration. Et donc pour ça, on
on va aller regarder les différents agents. Tac. Donc ça, c'est un des endpoints qui permet de lister les outils. Donc c'est exactement ce que va faire le protocole MCP, lister les outils qui sont mis à disposition. Et donc là, on va retrouver les tools que l'on a vus tout à l'heure, Platform Core Search. On va en avoir d'autres qui vont être voilà, Generate ESQL. Et ce qui est important ici, c'est la partie description, puisque quand l'agent va aller, ou le LLM va requêter les outils qu'il a à disposition, il va aller s'appuyer sur la description pour comprendre vraiment qu'est-ce que fait l'outil. C'est bien de l'avoir au niveau de l'ID, c'est encore mieux de l'avoir dans la description pour être... donc il faut être vraiment très déclaratif lorsqu'on va aller créer les outils pour que les agents derrière puissent choisir le bon outil. Donc ça, c'est la première chose. Après, je peux évidemment sélectionner un en particulier et évidemment, je peux faire la recherche. Tac, hop, exécuter ma recherche avec les adresses IP. Vous avez vu qu'on en retrouve les mêmes résultats que tout à l'heure, et donc ça directement depuis l'API. Idem pour les agents. Idem pour les agents, on va pouvoir les lister, et donc là, on va voir les agents affectés aux différents outils. Pour vous faire une petite démonstration, je ne vais pas utiliser Cloud Desktop parce que je trouve que c'est surfait, et je vais utiliser VS Code. Hop, parce que pourquoi pas. Du coup, dans VS Code, j'ai utilisé une extension qui s'appelle Continue, qui va être une extension qui permet de discuter avec notamment avec du MCP. Et donc pour ça, configuration extrêmement simple dans Elastic, sachant que vous pouvez carrément la copier-coller. Je vais mettre un petit peu plus grand, excusez-moi. Tac. Et donc on va mettre le MCP Remote, le endpoint. Donc ici, on est sur l'Agent Builder /MCP. Donc ça, c'est mon endpoint MCP. Je lui passe le header et automatiquement, j'ai tous les tools qui sont à disposition. Donc là, on retrouve tous les outils qu'on a vus juste avant. Tac. Et donc à partir de là, je peux avoir la même conversation et il m'a mangé ma phrase. Tac, je vais la reprendre. On reprend toujours la même. Hop. À savoir qu'à chaque fois, ça fait une nouvelle session. Donc, du coup, il y a un nouveau contexte qui lui est passé. Et j'ai remis le même prompt pour le SRE sur VS Code. Donc comme ça, on a exactement le même contexte, mais ici déporté sur un MCP client. Et on retrouve les mêmes réponses. Donc ça, c'est pour la partie MCP. Et maintenant, pour la partie Agent to Agent, pour finaliser, on va utiliser Agent to Agent Inspector. Donc par défaut, on va aller... Hop là. On va aller pointer vers un agent. Ici, c'est le log agent. Donc, c'est le premier qu'on a requêté pour aller analyser nos logs. Automatiquement, lorsqu'on va aller se connecter, on va récupérer le agent card. Donc ça permet c'est le descriptif qui est fourni par la stack au format JSON, avec notamment les différents skills. Donc ça, c'est le prompt qui a été positionné, les outils dans lesquels il est à disposition, etc. Et donc là, il va se connecter, sauf que cette fois-ci, le LLM est toujours porté par Elastic. Donc là, on va directement attaquer notre agent, donc on a préalablement configuré. Il va faire la recherche localement. Tout l'appel au LLM va être initié par Elastic. Une fois que ça a été fait, le format revient et on retrouve la réponse que l'on voit ici, qui est similaire à celle que l'on avait au sein de Kibana. Pour résumer, l'approche de l'Elastic Agent, enfin de l'Agent Builder, ça permet... Ouais. Ça permet de pouvoir avoir une plateforme unique. Donc là, vous avez l'intégralité des fonctions qui sont au sein de la stack. Ça scale puisque vous êtes sur Elasticsearch. Donc là, on peut vraiment scaler de manière horizontale ou verticale. Et cette partie d'ouverture et de transparence, puisque vous avez vu que vous pouvez interagir depuis Elastic vers l'extérieur, mais surtout de l'extérieur vers Elastic, tout en ayant cette capacité de pouvoir avoir des modèles on-premise, des modèles publics, des modèles privés. Donc ça, c'est vraiment un système d'ouverture. Je vous remercie beaucoup. J'ai mis quelques petites références, notamment notre Elasticsearch Lab blog, dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de blogs relatifs à du search. Et si jamais vous voulez rejouer la démonstration chez vous, en bas, on a la démo, et donc je vous invite fortement à la forquer. Il n'y a pas de copyright, tout est OK. Et voilà. Merci beaucoup, et c'est toujours un plaisir de faire ce talk.